C'est un peu comme une bombe. Des numéros d'urgence totalement Une vision d'apocalypse. Le naufrage a lieu au large des côtes bretonnes. Une catastrophe écologique de grande ampleur. J'ai aperçu des torrents de boue. Des tonnes d'eau dévastantes. L'état de catastrophe naturelle sera bien déclaré. Un feu a traversé environ 50 hectares. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Un employé a été touché par un nuage de poussière radioactive. Tout est relatif à l'explosion de l'usine. Hein. Mon atelier était ici, l'atelier colle. Donc l'explosion a eu ici. Toulouse, 21 septembre 2001, 10h17. Alors que le monde entier a encore les yeux rivés sur les attentats qui viennent de frapper l'Amérique, une violente détonation retentit dans la ville rose. Dans l'usine d'engrais AZF, le hangar 221 vient d'exploser. Mon bureau a été complètement dévasté. Aujourd'hui, si j'avais été au secrétariat du CE, je ne serais pas là en train de vous parler. Le bilan est terrible, 31 morts, plus de 2500 blessés. La grande surprise a été surtout le lieu et l'endroit et le produit qui a été impliqué dans la détonation. Passé le temps de la stupeur et de la solidarité, l'incompréhension et la colère montent. Comment les Toulousains pouvaient-ils se croire à l'abri d'un accident industriel quand une telle usine se situait à 2 pas du centre-ville? Et si tout le monde s'accorde à dire « plus jamais ça », peut-on en fait vraiment prévenir le risque industriel ? Toulouse, où un périmètre de sécurité de 10 km a été mis en place autour de l'agglomération. L'aéroport de Blagnac a été fermé. Le trafic ferroviaire a été partiellement interrompu. On a détourné les routes pour empêcher les automobilistes de rentrer dans l'agglomération. Et la préfecture, comme l'Élysée, demande aux Toulousains de rester calfeutrés chez eux, même si la préfecture affirme qu'il n'y a pas de nuages toxiques. Pas de nuages toxiques, et heureusement, car l'explosion a été si violente que les fenêtres ont volé en éclats jusque dans le centre-ville. Toulouse est sous le choc et s'interroge sur la provenance même de l'explosion. On a eu un grand boom, regardez sur la tapée de la voiture, comme une bombe qui a explosé là-bas. C'était là-bas que ça s'est passé. Ma fille était conduisait, elle a essayé de garder la maîtrise du véhicule, on se met c'est un accident, c'est incroyable, d'un coup comme ça. Très vite, les regards se tournent vers l'immense terrain occupé par l'usine d'engrais AZF, réduit à une vision d'apocalypse. La France vient de connaître l'accident industriel le plus important de son histoire. Alors là, on se trouve dans la partie nord de l'usine, avec à proximité le cratère et le lieu de l'explosion de 2001. L'ancien salarié. Quand j'ai ressenti la première détonation, puisque je l'ai ressenti plus qu'entendu, j'étais à peu près à 280 mètres, d'après ce que l'on m'a dit du lieu de l'explosion. Mon regard s'est dirigé surtout vers le sud de l'usine, où, vous savez, il y avait des installations sous pression et qui, quelque part, auraient pu présenter un danger. Et puis c'est quand j'ai vu que le ciel était parfaitement bleu vers le sud, que je me suis tourné vers le nord et que là j'ai vu les premières fumées qui commençaient à s'échapper de l'endroit où l'explosion avait eu lieu. Quand l'explosion retentit, on pense d'abord au stock de gaz moutarde produit dans l'usine voisine, la SNPE, Société nationale des poudres et explosifs. En fait, avec ses stocks de 6300 tonnes d'ammoniac liquéfié, 6000 tonnes de nitrate d'ammonium solide et 100 tonnes de chlore liquéfié, l'usine AZF était elle-même sous surveillance. Classée Seveso, selon cette directive européenne, élaborée à la suite d'un accident chimique survenu en 1976 en Italie. Le classement Seveso définit des périmètres de danger autour des usines dites à risque. Quand on voit qu'il y avait des écoles à proximité, il faut le faire quand même. L'ancien salarié en colère. Ce qui est un peu aberrant, c'est qu'on avait demandé à l'usine de cantonner les risques au mur de l'usine. Mais c'est impossible. Quand vous avez des gaz, c'est un peu comme la frontière à Tchernobyl. La frontière française, elle a été... Si elle devait... C'est pas parce qu'il y a une frontière que le gaz passe pas ou que les fumées passent pas. On a cru que les risques industriels pouvaient être maîtrisés de façon absolue. C'est vrai qu'ils peuvent l'être, mais de façon absolue, je ne crois pas. La preuve, on aurait dû maintenir un périmètre de sécurité, ce qu'on n'a pas fait. Tout de suite après la catastrophe, tout le monde a dénoncé l'implantation d'une usine au cœur de la ville. Sauf qu'en fait, c'est le phénomène inverse qui s'est produit. Pour le comprendre, il faut remonter à l'entre-deux-guerres et aux origines de l'usine,
quand la France obtient, à la faveur du traité de Versailles, l'exploitation d'un brevet allemand pour la fabrication de nitrates. On décide alors d'implanter l'usine le plus loin possible de la frontière allemande. En 1924, un décret crée l'ONIA, Office national industriel de l'azote. C'est alors le début d'une grande aventure industrielle pour les Toulousains. Un complexe chimique se développe sur 77 hectares. L'ONIA devient rapidement un employeur majeur dans la région. L'industriel, quand il s'est installé, je me rappelle, j'étais tout gamin, il n'y avait personne autour. Le père d'une victime. Les Toulousains s'étaient habitués, c'était une usine qui était source d'emploi, c'était une usine, si vous voulez, que l'on craignait, mais que en définitive était nourricière et donc était respectée. C'est vrai que l'on disait, bon, un jour ou l'autre, avec tout ce qu'il y a là, à proximité de Toulouse, à la porte de Toulouse, un jour ou l'autre, ça va poser problème, ça va exploser, ça va péter. On nous le disait, ça c'est vrai. Mais personne ne le pensait vraiment, je crois pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Cette usine, cela faisait bien longtemps qu'elle faisait partie du décor. À l'origine, elle était pourtant au milieu des champs. Et la ville, à 3 km, paraissait bien loin. L'urbanisation ne s'est développée vraiment qu'avec la diffusion des transports en commun sous forme d'autobus, donc dans les années 50, et puis grâce à l'automobile. Le géographe. Pourquoi cette urbanisation dans cette zone-là? Parce que la rive gauche de Toulouse a été longtemps exclue de l'urbanisation puisque soumise aux inondations. Et donc après 1952, on a construit des digues pour enserrer le fleuve au sud de la ville et au nord. Et donc toute une partie de la rive gauche, qui jusque-là n'avait pas été touchée par l'urbanisation, s'est trouvée urbanisable. À une époque où la demande de logements était importante, et en particulier des logements sociaux. Autrement dit, on n'a pas mis les pauvres près de l'usine, mais il s'est trouvé qu'à une certaine époque, la demande de logement social a pu être satisfaite sur ces terrains pas trop éloignés de la ville. Et on a implanté ces logements sans se préoccuper des risques industriels, pour une raison très simple et qu'on oublie trop souvent, c'est que dans ces années 60, cette usine qui avait été un des fleurons de l'activité toulousaine est menacée. Et on pense qu'à très court terme, l'usine fermera. Sauf que la fermeture n'est pas pour tout de suite. L'usine est restructurée et les syndicats se mobilisent pour éviter une délocalisation de la production. À partir des années 80, l'ancienne fierté de l'industrie toulousaine passe de main en main. L'ONIA finit par devenir AZF, gérée par la société Grande Paroisse, future filiale de Total Fina Elf. Entre plans sociaux qui réduisent la main-d'œuvre et modernisation pour en faire une usine à la pointe, les ouvriers doivent s'adapter à une nouvelle usine et à des conditions de travail parfois paradoxales. Là, dans la mesure où on a modernisé, on a diminué le nombre de gens qui travaillaient à l'extérieur. On les a tellement diminués qu'on est venu à avoir des zones où il n'y avait plus personne. Par exemple, il y avait des pompes, elles étaient tellement performantes qu'au bout il fallait créer des logiciels de panne artificielle pour pouvoir s'assurer que quand on allait avoir un problème, de pouvoir le redémarrer. Ça a été un problème majeur qu'on n'a pas assez développé, je pense, sur l'usine, parce que justement, on oublie les endroits où c'est qu'il n'y a plus personne, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un à demeure, mais de raison de fabrication. Par contre, pour la sécurité, il y aurait eu besoin de quelqu'un. Et c'est ainsi que ce 21 septembre, l'explosion prend tout le monde par surprise. Comment le hangar 221, qui abritait un stock de 300 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit a priori non explosif, a-t-il pu exploser? Tout le monde y va de son hypothèse, arc électrique, bombe datant de la Première Guerre mondiale, ovni et même météorite. Mais surtout, 10 jours après le 11 septembre, la thèse de l'attentat paraît extrêmement crédible. Pourtant, après 5 ans d'enquête, les experts de l'instruction judiciaire arrivent à une autre conclusion. Leur thèse met en accusation le circuit des déchets, un mélange inopiné de nitrate et d'un autre produit chimique. Un mélange accidentel qui serait survenu quand le contenu de plusieurs sacs d'une benne a été déversé dans ce fameux hangar 221. La thèse officielle ne tient pas la route, non. Ça c'est évident. On avait ramassé plus de 800 signatures de chercheurs de chimie qui effectivement contestaient
c'est absolument invraisemblable. Il n'y a que des experts industriels, judiciaires, pour donner un quelconque crédit à cette thèse, qui n'en est pas une, qui est une fiction, qui est un leurre. Mais l'explication, par contre, fort est celui qui peut la donner. Et moi, en ce qui me concerne, je me refuse de m'y laisser aller. Pour les anciens salariés du site, leur usine tournait bien et n'avait aucune raison, un jour, d'exploser. Le juge d'instruction. L'explication est peut-être à rechercher sur un plan psychologique. Vous voyez, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas croire que malheureusement ce soit si simple, si vous voulez, que les 300 tonnes de nitrate aient explosé ce jour-là, tout simplement parce que quelques temps auparavant, il y avait eu un mélange de produits qui n'auraient jamais dû être mélangés entre eux. Voilà. Peut-être quelle est l'explication de la défiance de beaucoup de gens à l'égard de la thèse des experts judiciaires. Et qui dit catastrophe hors norme dit procès hors norme. En 2009, un premier procès débouche, à la surprise générale, sur une relaxe de grande paroisse et du directeur de l'usine. Tandis que les procédures d'indemnisation avancent, le parquet et les victimes, en quête de vérité, font appel. En 2012, un nouveau procès annule ce premier jugement. Grande Paroisse et le directeur sont déclarés coupables d'homicide, de blessures et de destructions involontaires. Un jugement qui soulage les victimes. Mais fin 2014, coup de théâtre. Total se pourvoit en cassation. Un doute pèse sur l'impartialité d'une magistrate à cause de ses liens avec une association de victimes. L'affaire est alors renvoyée à une date encore indéterminée. Suite à une nouvelle loi délocalisant les grands procès pour catastrophes collectives, le prochain jugement sera rendu à Paris, au grand désarroi des parties civiles. Ce qui est extrêmement dur à avaler, c'est que le procès a été cassé pour des raisons complètement extérieures à la procédure. Le riverain. C'est le travail de 300, 400 personnes qui est jeté à la poubelle. C'est des millions d'euros dépensés. Bon. Et c'est surtout un grand cadeau au groupe Total, parce que le procès à Paris, il ne sera pas du tout dans les mêmes conditions qu'à Toulouse. Il y aura une salle complètement acquise au groupe Total, parce que les 400 à 600 sinistrés des quartiers pauvres qui allaient tous les jours au procès quand il avait lieu à Toulouse ne pourront évidemment pas se déplacer à Paris. Un procès sans les victimes, c'est pas la meilleure façon de rendre la justice. Pour moi, c'est devenu le procès d'un certain état d'esprit d'entreprise et d'une certaine rivalité entre le monde économique et le monde de la justice. L'avocate. Je vois le rapport de force qu'il y a eu dès le premier jour entre les gens de Total qui arrivent sur un site qui aurait dû être sécurisé et puis les forces de police et de justice qui sont là. Et on voit que personne n'interdit aux inspecteurs de Total de venir. Que les inspecteurs de Total interrogent l'ensemble des salariés, prennent des notes, remportent tout ça avec eux et ils font une enquête comme ça, au mépris de l'enquête officielle, et ils se gardent bien de collaborer avec les autorités de justice. Le groupe Total a toujours suivi la Société Grande Paroisse et son directeur dans la critique de l'explication donnée par les experts judiciaires sur la cause de l'explosion proprement dite. Ce n'est pas pour autant que, je dirais pour simplifier, les experts désignés par Total ont, eux, apporté une explication crédible à l'explosion. Si la procédure judiciaire n'en finit pas de suivre son cours, l'État, lui, doit répondre au plus vite. En 2001, Yves Cochet est alors aux commandes du ministère de l'Écologie, pointé du doigt dans cette affaire. Car la question hante les esprits. Comment un tel accident a-t-il pu arriver ? Et surtout, comment éviter qu'une telle catastrophe se reproduise ? Évidemment, cette usine
ancienne de chimie de l'azote présente des risques, la preuve. Ceci étant dit, elle avait été inspectée au mois de mai dernier et l'inspection avait donné de bons résultats en ce qui concerne la sécurité. Le fait qu'il y ait des riverains, des groupes scolaires, des établissements commerciaux est un problème qui n'est pas simplement toulousain et sur lequel nous allons réfléchir. Il faut sans doute envisager, pour celle-ci évidemment, qu'elle ne puisse pas se reconstruire de la même manière sur le site, et pour d'autres, quelles sont les mesures de sécurité dans ce qu'on appelle les études de danger pour sécuriser ces usines. En France, plus de 1200 usines sont classées Seveso, dont la moitié en seuil haut. Depuis 1966 et l'incendie de la raffinerie de Feyzin, près de Lyon, des lois sur la prévention des risques industriels visent à contenir le danger. La France se trouve même à la pointe de l'Union européenne en termes de législation. En 2002, Roselyne Bachelot reprend le dossier d'Yves Cochet. Un problème s'est largement aggravé depuis les années 60 et reste loin d'être réglé, celui de la cohabitation entre l'usine et ses riverains. Dans un contexte émotionnel très tendu, la loi sur la prévention des risques technologiques et naturels va être votée le 30 juillet 2003. Quand on voit une loi aussi importante, aussi structurante, j'arrive en mai 2002 et qu'elle est promulguée le 30 juillet 2003, on est allé vite. La ministre de l'écologie. Elle introduisait un outil qui était le plan de prévention de risques technologiques qui n'existait pas. Et puis, nous avons évidemment, à partir de là, bâti un système qui marchait sur 3 principes fondamentaux. Bien sûr, la prévention, la protection des populations, et puis la limitation de la propagation du danger, du risque, enfin de la catastrophe. Ces plans de prévention des risques définissent de nouvelles zones de danger. Plus de 400 sont à réaliser sur le territoire national. Aux portes de Lyon, la vallée de la chimie à elle seule concentre tous les risques industriels. 3 usines sont classées Seveso, rien que pour la petite commune de Feyzin. 15 000 habitants se situent dans le périmètre des risques engendrés par la raffinerie. Le PPRT est contraignant pour les collectivités locales et l'industriel, mais surtout pour les riverains qui se retrouvent face à des propositions aux implications complexes, car les voilà contraints de payer pour se protéger d'un danger qu'ils n'ont pas généré. La loi prévoit que les habitants ont 7 années devant eux pour se mettre en conformité. Le maire. Ceux qui sont très immédiatement près du risque vont, pour certains d'entre eux, devoir quitter leur maison, ils seront expropriés. Pour d'autres, vont avoir le choix de partir ou de rester. Ils pourront rester s'ils font des travaux, mais s'ils préfèrent partir, la collectivité achètera leurs biens. D'autres, enfin, vont devoir faire des travaux, mais sans avoir la possibilité de partir, par contre. Et enfin, dans des zones plus éloignées, il existe un dispositif de recommandation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire des travaux, on considère que vous êtes assez loin du risque, mais par contre, vous voulez agrandir votre maison, vous construisez quelque chose de neuf, il doit être fait dans les règles qui sont adaptées à la connaissance du risque. Et ces travaux peuvent se révéler particulièrement onéreux, d'autant qu'au début, les remboursements prévus par la loi étaient très faibles. Il aura fallu plusieurs années aux collectivités locales avant d'obtenir de meilleurs financements pour les habitants touchés par ces plans de prévention. Mais pour ces riverains, le plus souvent aux faibles revenus, les sommes à avancer restent considérables. Moi, en tant que ministre de l'écologie, vous pensez bien que si j'avais pu faire porter uniquement à l'entreprise, surtout que quand il s'agit de sites Seveso seuil haut, on n'est pas sur la petite PME avec quelques ouvriers, quelques salariés qui auraient du mal à financer cela. On est en général, et sous bénéfice d'inventaire, je crois, quasiment en totalité, avec des grosses entreprises qui ont une surface commerciale tout à fait importante, mais on peut faire jouer aussi le fait qu'il y a des concurrences internationales. Donc il a été admis que le financement était tripartite, État, entreprise, collectivité territoriale. Voilà, il a fallu négocier dans ce cheminement et je dirais les industrialistes ont pesé de tout leur poids.
La loi Bachelot, elle reste dans l'esprit, en fait, de la prévention des risques industriels telle qu'elle s'est perpétuée depuis 2 siècles. L'urbaniste. Quand on est dans le temps de la catastrophe, tout le monde est convaincu, quand on a les images sous les yeux, qu'une telle usine ne peut pas de telles usines ne peuvent pas continuer à produire et à menacer comme ça des espaces résidentiels. Et le PPRT est finalement pensé comme un outil qui va permettre de retisser des liens entre ces deux entités et rendre à nouveau possible leur cohabitation. Et ça, c'est vraiment pensé dans une logique protectrice de l'industrie, faire en sorte que les industriels puissent continuer à produire là où ils ont toujours produit, ou en tout cas là où ils produisent depuis en général plusieurs décennies, ou voire même plus d'un siècle pour certains. La catastrophe AZF a remis la question de la sécurité industrielle au cœur d'un débat qui, jusque-là, sous-estimait ce risque en France. Mais comment vivre avec l'usine, autrefois nourricière, aujourd'hui considérée comme potentiellement dangereuse ? On ne peut pas vivre dans la conscience du danger, c'est tout simplement pas possible. Et dans ces cas-là, si on n'arrive pas à mettre à distance ce danger, on s'en va. Donc ceux qui restent, en fait, développent en fait tout un tas de techniques, de stratégies qui permettent de tenir à distance ce danger et de rendre finalement vivable leur espace de vie. Le PPRT, lui, installe d'une certaine manière l'idée d'un danger, et d'un danger qui peut être considéré ou qualifié. Là, je reprends les termes de la loi, de danger grave ou très grave pour les vies humaines. Donc ces gens-là peuvent, comme ça, du jour au lendemain, apprendre en fait l'existence ou avoir la confirmation de l'existence d'un tel danger qui peut être vécu comme effectivement un choc assez violent. Ouais. À Toulouse, aujourd'hui, l'usine a été rasée, le site dépollué, et avec la création de l'Oncopole, centre de recherche sur le cancer, on a voulu remplacer la chimie qui tue par la chimie qui soigne. Et pourtant, sur le site même du drame, une autre usine fait l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques industriels, l'usine Héraclès, qui fabrique entre autres le carburant pour la fusée Ariane. Il y a des ateliers de fabrication qui utilisent une substance qui s'appelle l'oxychlorure de phosphore, qui est mortelle. Le journaliste d'investigation. Il y a toujours préalablement au démarrage d'un PPRT une étude de danger. Et cette étude de danger, elle est confiée à l'industriel. Donc il y a quand même un problème de crédibilité de cette étude de danger, même si l'industriel est sans doute un fin connaisseur de ses propres risques, bien évidemment. Ce qui a fait un peu sourire dans le cadre du PPRT, qui a été pointé par les associations, c'est que ce nuage, sa dangerosité, s'arrête par exemple d'un côté de l'usine au milieu des jardins des premières maisons, ou alors en arrivant sur les premiers terrains de l'Oncopole. Le problème de fond, c'est que finalement, si on mettait ça vraiment à jour, ça donnerait du crédit et de la légitimité aux associations qui demandent le déménagement de ces structures. Or, le problème, c'est que si l'État accepte de déménager un site, il va faire droit à des revendications à travers la France. Donc c'est vraiment un problème profond qui conduit finalement à l'exercice de la raison d'État. Et c'est sans doute pour cela que plus de 10 ans après la loi Bachelot, ces plans de prévention sont toujours en cours d'approbation. 14 ans après la catastrophe d'AZF, les victimes, elles, attendent avec appréhension et amertume un nouveau procès. Ce long combat pour la vérité a provoqué une cassure entre les familles endeuillées, les riverains sinistrés et les anciens salariés eux-mêmes divisés. Pas de défilé commun pour commémorer l'anniversaire du drame. Et sur le site même d'AZF, 3 mémoriaux distincts se partagent le travail de mémoire. Pendant ce temps-là, la recherche des causes peut-elle régler la question de la prévention des risques ? La question suppose finalement de non pas centrer la réflexion sur le produit, la performance, la technologie, la compétition, mais peut-être aussi sur l'homme. Le sociologue. Les États-Unis ont appris à cultiver les imperfections. Nous cultivons la perfection. En Europe et en particulier en France. Cultiver les imperfections, ça veut dire considérer que d'une catastrophe, d'un accident, on peut apprendre
pour améliorer le système. Il y a plein de dérives organisationnelles dans nos décisions qui sont parfois contradictoires, parfois malveillantes, parfois maladroites. Il y a tout un tas de décisions qui ne sont pas forcément pertinentes, en tout cas pas légitimes, pas toujours efficaces. Prenons la mesure de ces décisions-là pour essayer de les améliorer. Mais nous pensons que parler de décisions erronées, parler de décisions contradictoires, malveillantes ou maladroites, nous pensons que ça remet en question la légitimité ou la dignité des personnes qui ont pris ces décisions. C'est une erreur. Il faut vraiment accepter que nous sommes dans une rationalité limitée, que chacun a un peu d'information et de pouvoir, et qu'on peut évidemment ne pas avoir des décisions optimales, mais que la bonne question, c'est de se dire, y a-t-il des dérapages? Et deuxièmement, s'il y a des dérapages, se mettre en capacité de les rattraper. Voilà un peu la leçon que je retiens de cette catastrophe. C'était un peu comme une bombe. Des numéros d'urgence totalement Une vision d'apocalypse. Le naufrage a lieu au large des côtes bretonnes. Une catastrophe écologique de grande ampleur. J'ai aperçu des torrents de boue. Des tonnes d'eau dévastantes. L'état de catastrophe naturelle sera bien déclaré. Un feu a traversé environ 50 hectares. Là, c'est une brume qui s'est effondrée. Une centaine d'employés a été touché par un nuage de la litière radioactive.